Pardon, avec un peu de retard, en remerciant nos invités de leur patience. Alors nous poursuivons nos auditions en attendant Monsieur Éric Belfayol, qui est donc chef de la mission interministérielle de coordination antifraude. Il est accompagné donc de Madame Christine Fournier, vous êtes chef de projet enjeux numériques de cette même mission interministérielle. Monsieur Belfayol, vous le savez, donc la lutte contre la fraude est un sujet récurrent et un enjeu majeur, évidemment. Vous en êtes à votre deuxième audition, je crois, au Sénat. Aujourd'hui. La deuxième audition sera cet après-midi. Ah, ce sera cet après-midi, voilà. En tout cas, elle sera très bien. Et donc, vous êtes naturellement amené à vous pencher sur la fraude fiscale et sociale, sujet qui relève de la délinquance financière. Alors, nous avons orienté nos travaux sur des thématiques qui nous paraissent communes à toutes les formes de criminalité, notamment la question du blanchiment. C'est donc aussi sur cette question que nous souhaitons vous entendre. Cette audition sera diffusée en direct sur le site internet du Sénat, comme beaucoup de nos auditions. Elle fera également l'objet d'un compte-rendu publié. Donc je vais évidemment vous rappeler qu'un faux témoignage devant cette commission serait passible des peines prévues par les articles 434-13, 434-14, 434-15 du Code pénal. Donc vous invitez à prêter serment tous les deux, de dire toute la vérité, rien que la vérité. Alors on va commencer par Monsieur Belfayol. Si vous pouvez lever la main droite, c'est dire je le jure. Je vous remercie, Madame Fournier. Je vous remercie et donc je vais vous laisser tout de suite la parole. On vous écoute. Merci. Que nous en faisons. Alors effectivement, derrière le vocable de délinquance financière se cache, vous avez déjà beaucoup d'auditions à votre actif, également tout un vocable tout aussi précis d'infraction pénale. Infraction pénale, certes, qui relève de différents codes, que ce soit le code des douanes, que ce soit le code de la sécurité sociale même parfois, ou encore le code pénal. Nous jonglons, je dirais, entre ces notions qui sont des notions juridiques avec des notions plus sociologiques qui sont celles de fraude aux finances publiques. Donc, au cœur de la mission interministérielle de coordination antifraude, qui a vu le jour en juillet 2020, le but de la mise en place de cette mission a été de réorienter totalement la coordination sur des aspects très opérationnels, de manière à ce que puissent prendre vie non seulement les échanges de renseignements entre services sur les thématiques que je vous préciserai tout à l'heure, mais également que puissent être engagées des actions concertées, conjointes, entre services, que ce soit au niveau national d'ailleurs, comme au niveau local. Donc notre notre périmètre d'intervention, c'est effectivement, vous l'avez rappelé, à la fois la fraude fiscale, et notamment la fraude à la TVA, mais aussi la fraude sociale, fraude, prestations et cotisations sociales, mais plus largement encore, des infractions effectivement qui relèvent de la sphère, je dirais, douanière, notamment la lutte contre le tabac, la lutte contre la contrefaçon, le travail illégal, mais qui est un pendant et un miroir de la fraude aux cotisations dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis, depuis 2023, un élargissement nouveau encore de la mission interministérielle de coordination antifraude, avec la mise en place et le rattachement à ma mission, donc, d'une cellule de veille interministérielle antifraude aux aides publiques. Et c'est sur l'ensemble de ce périmètre que j'essayerai d'intervenir et de vous expliquer un peu comment nous travaillons. Alors nous travaillons effectivement sur, vous l'avez vu, ces fraudes qui sont des fraudes thématiquement établies et clairement identifiées. Mais nous travaillons aussi sur des fraudes qui sont des fraudes, je dirais, beaucoup plus support, mais qui sont le support indispensable pour les fraudeurs des fraudes fiscales, des fraudes douanières ou encore des fraudes aux cotisations, aux prestations sociales. Et parmi ces fraudes support, deux grandes thématiques, peut-être même trois. La première, c'est la fraude documentaire et la fraude identifiée, qui est un support, et le support, je dirais même principal, de la commission de ces fraudes. Les fraudes également commises via des sociétés éphémères, mais j'y reviendrai aussi plus dans le détail, et je suis sûr que bien d'autres vous en ont parlé avant moi, et je vous donnerai mon point de vue sur le sujet. Et puis également l'aspect numérique des fraudes.
l'aspect numérique des fraudes, ce qui vaut la présence de ma collègue à mes côtés aujourd'hui, parce que c'est aujourd'hui un des pans de structuration de nos travaux particulièrement fondamental de mon point de vue, et je vous expliquerai pourquoi, tant d'ailleurs parce que l'enjeu numérique est du côté des fraudeurs, que parce que les services de l'État doivent aussi s'adapter dans la manière dont ils appréhendent ces fraudes. L'objectif est la structuration des travaux de la MICAF, qui intervient à 3 niveaux, hein, j'y reviendrai un peu plus dans le détail, au niveau européen, au niveau national, au niveau local. L'objectif est à chaque fois double. Le premier, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est créer, stimuler les échanges d'informations et de renseignements utiles et le plus proactivement possible, c'est-à-dire le plus tôt possible lors de la détection de phénomènes de fraude entre services. Quels services? Les services des administrations centrales qui sont concernées, chacune pour ce qui lui revient, mais également, et qui est l'administration qui généralement anime les réseaux, hein, son réseau territorial sur ces phénomènes de fraude, par exemple la DGFiP pour la fraude à la TVA, hein, très clairement, mais également les services d'enquête administratifs, les services d'enquête judiciaire et l'autorité judiciaire. Alors l'autorité judiciaire dans sa forme centrale, mais aussi dans sa forme très très opérationnelle que sont les parquets, et notamment les parquets spécialisés. Et je vous expliquerai comment on travaille notamment avec tout particulièrement le parquet de la Junalco, qui est pour nous un acteur fondamental, au même titre que le service d'enquête judiciaire que vous connaissez bien aussi, qui est l'Office national antifraude, redéfini justement pour épouser les contours de la fraude aux aides publiques, récemment, donc en juillet dernier. Moi, mon objectif, c'est de faire en sorte qu'on soit, comme je vous le disais, dans un diagnostic de délinquance partagé, le plus tôt et le plus proactivement possible, mais qu'on soit aussi dans l'élaboration de stratégies d'action qui soient tout aussi partagées entre les différents acteurs. Alors, qu'est-ce qu'on entend par stratégie d'action partagée? Ça veut dire mobiliser l'ensemble des leviers d'action possibles. L'action judiciaire en est un, mais ce n'est pas la panacée. Ce n'est pas toujours, en tous les cas, la panacée. C'est parfois trop tardif. Et l'action administrative, qui est le préalable, est souvent, en tous les cas, en premier abord et en première intention, souvent un outil particulièrement utile pour mettre un coup d'arrêt à des phénomènes de délinquance qu'on peut rencontrer. Donc, vous voyez, changement complet de paradigme dans cette coordination. Le but, encore une fois, hein, c'est d'une part le partage d'informations, de renseignements et la définition de stratégies communes d'action. Ou même parfois d'enquête. Je vous expliquerai pourquoi. Je vous disais tout à l'heure, on agit à 3 niveaux. Je vais peut-être passer le niveau européen en premier, parce que c'est celui sur lequel on interviendra peut-être le moins, ou en tous les cas on y reviendra peut-être au travers de vos questions. Mais au niveau européen, il est vrai que la France n'avait pas, jusqu'à la création de la MICAF, un service de coordination antifraude au budget de l'Union européenne, comme le recommande la Commission européenne, dédié. Aujourd'hui, c'est le cas. On a été désigné par les autorités françaises comme le service de coordination antifraude et donc comme un partenaire de l'OLAF, qui est l'Office européen de lutte contre la fraude, pour l'aider très, très opérationnellement dans les demandes qu'il peut faire au travers des enquêtes qu'il a à conduire sur le territoire national. Mais au-delà de ce rôle très, très opérationnel, le deuxième rôle que nous avons vis-à-vis des institutions européennes, c'est celui d'animer, d'élaborer, d'impulser une stratégie nationale antifraude au budget de l'Union européenne. Et cette stratégie-là, on a la première stratégie qui a été validée en 2022. Elle est en cours pour 6 ans. Et une feuille de route nouvelle est en cours de préparation et sera bientôt diffusée. L'objectif, c'est quoi? Là, pareil, comme tout à l'heure au niveau national, vous le verrez, c'est de faire travailler l'ensemble des services sur des problématiques qui sont des problématiques partagées. Pourquoi les faire travailler ensemble? D'abord parce que, bien souvent, au vu des ETP que les uns et les autres ont, le partage des moyens est souvent une cause nécessaire. Mais au-delà de ça, parce que le partage des expériences, des visions posées sur des phénomènes de fraude, vos auditions vous ont sans doute amené à le voir, nécessite d'être croisés parce que le prisme des uns n'est pas forcément le prisme des autres. Voilà. Et l'appréhension que les uns peuvent en avoir n'est pas forcément celle des autres. Donc aujourd'hui, cette stratégie nationale, elle est organisée autour de mesures très très concrètes, hein, à la fois autour d'outils qui sont des outils dédiés au niveau européen sur la lutte contre la fraude aux finances publiques, qui rejoint la fraude aux finances publiques nationales, hein, TVA classiquement, droit de douane par exemple. Hein. Et cette stratégie, elle a encore une fois l'objectif de donner de la cohérence à l'action et de la cohérence aussi sur les thématiques qui doivent être investies par les services en matière de lutte contre la fraude au budget de l'Union européenne.
J'insiste sur cet aspect-là parce que lutte contre la fraude au budget de l'Union européenne, on bascule très vite sur, je vous le disais tout à l'heure, à la fois des thématiques qui sont des thématiques recettes, voire même dépenses Union européenne, mais qui sont tout aussi des thématiques nationales. Je pense notamment aux aides publiques, qui ont des financements soit européens et purement européens, typiquement les aides agricoles, mais aussi des aides publiques qui sont cofinancées ou qui sont refinancées par l'Europe. Je pense notamment à celles qui bénéficient du plan national de relance et résilience. Et de ce point de vue-là, c'est un point très très important, en tous les cas de mon point de vue, parce que aujourd'hui, les aides qui sont financées de cette manière-là, je prends par exemple les aides à l'apprentissage, qui sont typiquement dans ce giron-là, les fraudes à la rénovation énergétique, eh bien, permettent également d'actionner un acteur qui est un acteur nouveau dans le dispositif depuis 2021, qui est le parquet européen. Et le parquet européen est aujourd'hui un acteur particulièrement utile parce qu'il a d'abord une compétence dédiée sur des problématiques particulièrement techniques, très difficiles à maîtriser pour des parquets qui sont des parquets locaux, souvent submergés par les travaux par ailleurs qu'ils ont à conduire sur la délinquance de premier niveau, et puis parce que le parquet européen a su aussi développer des partenariats avec des offices, je pense notamment à l'Office national antifraude, particulièrement là aussi efficace dans l'appréhension et la prise en compte de ces phénomènes de fraude. Et donc ça vient là aussi combler, je dirais d'une certaine manière, parfois les manques qu'on peut avoir au niveau territorial, j'y reviendrai tout à l'heure, vis-à-vis des parquets, vis-à-vis des services qui ne sont pas toujours spécialisés sur cette délinquance qui est quand même une délinquance, il faut bien le reconnaître, très technique, très complexe et difficile d'appréhension pour des OPJ, pour des magistrats. Je suis un ancien magistrat, donc je peux le dire avec autant plus de facilité. Ce ne sont pas des contentieux qui sont sur le dessus de la pile quand vous arrivez au bureau le matin. Voilà. Ce qui est sur le dessus de la pile, c'est l'atteinte sexuelle, c'est le vol, violence, c'est l'atteinte physique, mais certainement pas ces dossiers-là. Et bon, il y a certains parquets qui sont très spécialisés, mais en France, il y a plus de 160 parquets, et malheureusement, tous ne sont pas spécialisés sur ce type de délinquance. Donc, il faut vraiment avoir des outils dédiés, et ça commence, voyez, au niveau européen, avec ces acteurs dont je vous parle à l'instant, notamment du parquet européen, et également de l'ONAF. Au niveau national, comment on structure nos travaux ? Je vous l'ai dit tout à l'heure, nous, en première intention, c'est de s'attaquer à la fraude aux finances publiques dans sa version la plus classique du terme, fiscale, douanière, prestat, sociale et cotisation. Et donc, on a des groupes opérationnels nationaux antifraude, ce qu'on appelle des GONAF, qui sont dédiés à des thématiques spécifiques. Alors ces GONAF-là, lorsque je les ai proposés, j'ai souhaité qu'il y ait un copilotage avec des directions qui sont tête de file sur les sujets, pour les responsabiliser dans le traitement de la partie interministérielle de l'effort à produire sur les thématiques en question. Donc, nous avons 3 GONAF avec la Direction générale des finances publiques, un sur la fraude à la TVA, un sur la fraude fiscale et sociale commises via les sociétés éphémères, et j'insiste bien sur le croisement social et fiscal, parce qu'il est important de croiser les regards aussi des uns et des autres sur le sujet. Et nous avons aussi un GONAF avec la DGFiP sur la fraude sociale et fiscale et sociale, si vous préférez, partant de la DGFiP, commise via le e-commerce. Ça, c'est 3 thématiques que nous avons avec la DGFiP. À côté de ça, nous avons 2 thématiques avec la douane. Une thématique sur la lutte contre le trafic de tabac, une thématique sur la lutte contre la contrefaçon, et j'y reviendrai tout à l'heure parce que c'est des questions que vous portiez sur effectivement l'implication de la douane dans nos groupes et dans nos travaux, et vous verrez qu'elle est on est très en lien sur un certain nombre d'actions. Je vous l'expliquerai si vous le souhaitez tout à l'heure. Nous en avons un sur la fraude à la résidence, qu'elle soit fiscale ou sociale, avec la direction de la sécurité sociale. Nous avons porté, nous, parce que c'est une mission importante de la MICAF, des textes en la matière, et notamment la possibilité d'accéder à PNR, qui est une application qui permet de connaître les vols vis-à-vis des vols qui peuvent être faits pour vérifier, en fait, les compagnies aériennes, pour vérifier, en tous les cas, dans un faisceau d'indices, ce n'est pas une démonstration de preuve en soi, mais dans un faisceau d'indices que potentiellement la personne n'a pas le nombre de mois de résidence sur le territoire pour toucher les prestations. Ça, c'est un décret qui va sortir normalement au mois de juin, sur lequel on a pu travailler. À côté de la fraude à la résidence, nous avons aussi d'autres thématiques qui sont à bord. Je vous disais tout à l'heure, la fraude documentaire et la fraude à l'identité. Donc la fraude documentaire et la fraude à l'identité, on copilote avec la DEMAT,
du ministère de l'Intérieur. Et je vous expliquerai aussi, si vous le souhaitez tout à l'heure, ce qu'on a pu faire, et notamment la mise en place d'échanges opérationnels de renseignements entre les services de police, et notamment de la DNPAF, avec les organismes de protection sociale, de manière à ce qu'on puisse vérifier si des pièces d'identité qui sont des pièces d'identité apparaissant dans les procédures judiciaires ont été usurpées ou pas, et faire en sorte que les organismes de protection sociale vérifie si ces pièces sont utilisées pour toucher des prestations de manière indue. Bon, c'est un exemple, mais c'est un protocole qu'on a signé avec l'ensemble des directions du ministère de l'Intérieur il y a maintenant 2 ans de ça, qui fonctionne relativement bien et qui permet d'avoir cette alerte et cette préalerte pour les services des organismes de protection sociale. En tant que magistrat, j'ai toujours été étonné que des éléments qui figuraient dans une procédure judiciaire, alors même que des textes existent au Code de la sécurité sociale permettant les échanges d'informations, restent dans la procédure judiciaire sans qu'on puisse en avoir une utilisation à d'autres niveaux, et notamment, ne serait-ce qu'à titre préventif pour les organismes de protection sociale. Aujourd'hui, c'est fait, et c'est fait en partie grâce à ce protocole-là, et avec l'ensemble des organismes de protection sociale. Je vous disais fraude documentaire. Nous avons aussi un pan qui est le recouvrement des créances frauduleuses, donc, et ça, c'est un groupe qu'on copilote avec la DACG. Pour vous donner un exemple typique de travaux qu'on a pu engager dans ce cadre-là, c'est depuis maintenant 2 ans le fait de saisir dans le cadre des gardes à vue les espèces, et puis aujourd'hui on élargit à d'autres valeurs mobilières, qui ne sont pas en lien direct avec l'infraction qui a été commise par la personne qui est en garde à vue, et donc qui sont dans la fouille, ce qu'on appelle la fouille du gardé à vue, et qui peuvent venir très clairement financer des créances dues. Et donc un service de la DGFiP donc peut mandater donc un huissier pour venir chercher dans la fouille contre le paiement des créances indues qui n'ont pas été payées, ces sommes en espèces ou même ces valeurs mobilières. Ça permet quand même des résultats qui sont loin d'être neutres. Hein. Sur les 3 premiers trimestres de mémoire, hein, n'en voulez pas si je me trompe d'une virgule, mais on est à peu près à 1 million sur 3 premiers trimestres. Donc vous voyez, c'est un dispositif à bas bruit. Pas forcément encore généralisé dans l'ensemble des territoires, mais vous voyez les potentialités qu'on peut avoir dans ce genre d'outils. Je disais tout à l'heure les enjeux numériques. Les enjeux numériques, pour nous, c'est fondamental. Les enjeux numériques, ça passe par d'abord le fait de mieux comprendre comment les infracteurs utilisent ces enjeux numériques. Aujourd'hui, je dirais qu'un des principaux leviers facilitant la fraude, c'est la dématérialisation des procédures et des demandes en ligne qui peuvent être faites. Il faut absolument, là aussi, aider les services à pouvoir s'armer pour mieux cibler ces fraudes, mieux les identifier. Il faut aussi aider les services dans la convergence des expériences et dans la convergence des outils, dans l'appréhension de ce que les infracteurs utilisent pour blanchir l'argent issu des trafics. Et là, c'est toute la question des cryptoactifs et de la manière dont on se dote d'outils suffisamment puissants et qu'on en assure aussi, je dirais, la vulgarisation auprès de l'ensemble des enquêteurs pour qu'on ait la capacité à un moment donné d'intervenir au plus près d'un wallet quand on est dans une perquisition ou autre et être en capacité de saisir des cryptoactifs, ce qui n'est pas donné à tout le monde quand même, parce que c'est quand même un sujet assez complexe. Et puis aussi, c'est armer les services par le partage des données que les uns et les autres peuvent avoir. Et là, en l'occurrence, on a pu porter depuis maintenant 2020 pas mal d'accès directs, soit dans la loi d'ailleurs, dans le livre des procédures fiscales, s'agissant des OPJ, s'agissant des APJ, s'agissant des services tels que les organismes de protection sociale aussi, à FICOBA, c'était en partie fait, mais on a été plus loin, FICOVI, la base nationale des données patrimoniales, Patrim, qui sont autant d'éléments qui permettent de poser un diagnostic sur le patrimoine d'un individu et de préparer potentiellement des saisies, qu'elles soient d'ailleurs administratives ou qu'elles soient judiciaires. Et puis, dans un autre sens, on a aussi prévu des accès tout aussi importants pour les services d'enquête du côté fiscal, cette fois-ci, notamment au répertoire national commun de la protection sociale, qui est une photographie pour les services d'enquête de ce qui est touché au plan des prestations par les personnes, mais au-delà de ça, qui donne aussi pas mal d'informations utiles, que ce soit sur les adresses, que ce soit sur le numéro de téléphone et voir les comptes bancaires. Généralement, on arrive à donner un bon compte quand on veut toucher de l'argent public. Et parfois, c'est des éléments qui sont essentiels à des enquêtes qui sont d'une nature parfois même un peu éloignée du sujet de la fraude sociale.
Ça, ce sont les travaux qu'on structure dans le cadre des GONAF. Hein. Je le fais à grands traits parce que je ne voudrais pas prendre une heure de présentation de la structure, mais c'est les travaux qu'on essaye de faire, de produire, en plus de la production logistique que l'on travaille dans ce cadre-là. Je vous parlais tout à l'heure des sociétés éphémères. En matière de sociétés éphémères, on a porté récemment des textes pour lutter contre les transmissions universelles de patrimoine, qui sont autant de capacités juridiques d'un fraudeur que l'URSSAF vient chercher ou la DGFiP vient chercher, qui va faire exporter les sommes sur un associé unique à l'étranger sans pouvoir récupérer quoi que ce soit. Donc on a porté des textes pour mettre plus en lisibilité ce process-là. De même qu'on a porté des textes aussi visant, mais j'y reviendrai plus dans le détail tout à l'heure, faire en sorte que les greffiers des tribunaux de commerce, au plus près des territoires, soient en capacité, ce qui n'était pas le cas, de donner de l'information tant à la DGFiP qu'aux organismes de protection sociale. Et pour moi, un des travaux essentiels, un des chantiers essentiels pour la MICAF demain sur l'aspect animation des CODAF dont je vous parlerai tout à l'heure, c'est de faire en sorte que les parquets, notamment les parquets, se saisissent de ces nouveaux outils pour mettre en place. Vous avez eu Tracfin tout à l'heure au téléphone en commission, que soit mis en place au niveau local une véritable action sur ces sociétés éphémères, parce que vous le savez, ces sociétés éphémères, c'est pas plus de 1 an, 2 ans de vie. Donc c'est bien de pouvoir traiter de l'information qui vient d'acteurs potentiellement extérieurs, comme les déclarations de soupçon le permettent, mais c'est bien aussi de pouvoir au niveau local, quand un greffier des tribunaux de commerce voit de la fraude documentaire, voire de la fraude à l'identité dans la création de sociétés, d'être en capacité au plan local, tout de suite, d'impulser, de mettre en place les bonnes actions, tant devant le tribunal de commerce d'ailleurs, que vis-à-vis potentiellement d'un certain nombre d'outils sur lesquels on reviendra tout à l'heure, mais dont on vous a sans doute parlé, comme celui de la présomption de blanchiment. Ça, c'est pour l'aspect national. À côté de ça, on a la cellule de veille, cette nouvelle cellule de veille. Et moi, j'insiste sur ce pan-là parce que, vous voyez, souvent, on a tendance, en tous les cas, les juristes ont parfois tendance à cloisonner ce qu'on pourrait relever de la criminalité organisée de ce qui relèverait de la délinquance financière. Pour moi, aujourd'hui, la délinquance financière, en partie, est une délinquance très organisée. Et en l'occurrence, en matière de fraude aux aides publiques, on est totalement dans le cœur du sujet. Dans le cadre de cette cellule de veille qui a été créée donc, par décret de juillet 2023, j'ai souhaité qu'on porte l'effort au départ sur la rénovation énergétique. Voilà, la rénovation énergétique. Pourquoi ? Parce que bon, les sommes sont particulièrement importantes en jeu, mais au-delà de ça, parce que on a des alertes on avait des alertes très précises, tant de Tracfin d'ailleurs que des services territoriaux d'enquête judiciaire. Je pense notamment aux services de renseignement criminel de la gendarmerie ou encore au Cirasco financier de la police sur la montée en puissance potentielle de ces fraudes. Ces fraudes, elles nécessitent un traitement qui, et c'est la doctrine que la MICAF a préconisée en la matière, qui doit être tout aussi spécifique. Moi, mon point de vue sur le sujet, c'est que le meilleur moyen de lutter contre les fraudes aux aides publiques, c'est lorsqu'on a une suspicion de fraude, c'est de suspendre le versement et potentiellement de rejeter, quand on a vérifié, les demandes d'aide publique qui sont faites. Pourquoi je dis ça ? Parce que ça paraît simple et évident comme ça n'est pas autant que ça, parce que pour un certain nombre de services, qui sont des services parfois très très éloignés, qui sont des services verseurs d'aide publique, très éloignés de la problématique de la fraude, leur première appréhension sur le sujet, c'est de se dire oui, mais j'ai un risque contentieux si je suspends et si jamais ça ne se vérifie pas. Ben, prenons le risque contentieux. On l'a fait sur le CPF, il n'y a pas eu de surprise, les malfrats de haut niveau, les malfrats organisés ne sont pas venus faire un contentieux au tribunal administratif sur le sujet. Premier point donc, le meilleur moyen d'éviter la fuite des fonds publics, c'est de ne pas les verser. Pourquoi je dis ça ? Parce que malheureusement, une fois qu'ils ont été versés et qu'on passe à l'action judiciaire, ben malheureusement, on est faible, parce que l'action judiciaire ne permettra pas, au vu des mécanismes de fraude qui sont utilisés, c'est-à-dire les contrebons dont on vous parle sans doute depuis maintenant des semaines à l'étranger, les sociétés éphémères qui ferment au bout de quelques semaines et qui ne sont que des coquilles vides contre lesquelles on ne peut rien faire, eh bien, les récupérations, y compris quand il y a des saisies judiciaires, sont tout à fait faibles par rapport aux sommes qui sont parfois en jeu. Je disais, ces fraudes aux aides publiques, elles sont particulièrement sensible, je dirais, à la criminalité organisée, au point qu'on retrouve les mêmes réseaux.
sur des dispositifs. Parce qu'aujourd'hui, je crois que c'est une question que vous posiez, c'est quelles sont les typologies de délinquants que vous rencontrez ou typologies de fraude que vous rencontrez. Ben, je dirais que malheureusement, les mécanismes de fraude sont les mêmes, mais utilisés de manière opportuniste sur différents dispositifs. Si je reprends l'exemple des aides publiques, vous avez le montage en cascade, parfois même totalement fictif du début jusqu'à la fin, de sociétés éphémères. Parfois jusqu'à la fin, parce que vous pouvez avoir totalement même, je veux dire, des rénovations qui ne seront jamais faites, pour lesquelles potentiellement des sommes seront déboursées malgré tout de l'État. Vous pouvez avoir une zone grise où vous allez avoir des coquilles vides qui vont servir d'écran, et puis en bout de chaîne, des sociétés qui vont aller vous faire des travaux, mais les travaux qui seront faits avec des malfaçons parce qu'on utilisera une main-d'œuvre souvent déclassés venant de pays comme des pays de l'Est pour faire des travaux, souvent avec du travail dissimulé. Et donc ces sociétés-là aussi ont tendance à se dissoudre tout aussi vite qu'elles ont fait des chantiers dans tel ou tel département. Donc je veux dire, malheureusement, les mécanismes de fraude, l'usurpation d'IBAN, l'usurpation de SIRET, qu'on a pu voir sur la fraude de l'activité partielle, c'est, je dirais, à chaque fois toujours les mêmes mécanismes qui sont utilisés. Et parfois par des groupes criminels qui sont les mêmes, qui, opportunément, savent très bien lire les dispositifs d'aide publique qui peuvent être développés et se reconvertir du CPF vers la rénovation énergétique, de la rénovation énergétique vers tel autre type de fraude, le fonds territorial d'accessibilité, l'apprentissage, en venant, je dirais, utiliser les mêmes méthodes. Et c'est effectivement, vous le voyez en parallèle et en miroir, c'est sur ces méthodes-là aussi que porte une partie de nos travaux au niveau ministériel. Qu'est-ce qu'on sait sur cette criminalité organisée? C'est ce que je vous disais, on sait qu'elle est polyvalente. Polyvalente avec un savoir-faire expert. Polyvalente parce qu'opportuniste, comme je vous le disais. Donc on va d'un mécanisme d'aide publique à un autre. Et elles sont très impactantes. Alors, je crois que vous me posiez la question de savoir si on avait un chiffre. Non, on n'a pas de chiffre. Enfin, moi, en tous les cas, je n'ai pas de chiffre et je pense que personne n'en a. Mais ce qui est très, très clair dans les travaux qu'on peut conduire dans le cadre de la cellule de veille interministérielle aujourd'hui, c'est que vous avez des fraudes organisées. Et ces fraudes organisées sont les plus impactantes du point de vue des préjudices commis aux finances publiques. Pourquoi? Parce qu'elles sont faites en masse. Et parfois même jusqu'à engorger l'organisme verseur de demandes et de demandes et de demandes, parce que l'organisme verseur ne pourra pas tout vérifier. Donc, vous voyez, on est vraiment dans cette logique-là. Donc, on a vraiment une criminalité organisée, pour moi, très précise et très développée. Qui surfe sur quoi? Ben, je vous le disais tout à l'heure, qui surfe sur la dématérialisation des dispositifs, parfois même sur l'antinomie qu'il peut y avoir entre simplification des démarches et lutte contre la fraude, parce qu'il peut y avoir des points de friction entre ces deux objectifs, sur des montages qui surfent aussi sur des montages juridiques sophistiqués. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, soit l'utilisation de sociétés éphémères, mais ça c'est pas très sophistiqué. C'est assez facile malheureusement de créer une société aujourd'hui en France à moindre coût, mais également sur le fait de sortir les capitaux et de les sortir à l'étranger quand on sent que le vent commence à tourner et que l'URSSAF se rapproche ou que la DGFiP se rapproche. Je vous parlais tout à l'heure de la transmission universelle de patrimoine. Et puis aussi sur l'utilisation donc du blanchiment du point de vue sociologique, c'est-à-dire vraiment pour à la fois, je veux dire, donner une forme de validité aux sommes qui sont issues du trafic, mais aussi faire évader ces sommes vers des paradis plus ou moins exotiques et de manière la plus rapide possible en utilisant tous les instruments financiers qui sont aujourd'hui dans le paysage. Et je reviens sur les cryptoactifs. Pour moi, c'est pas un point anecdotique et c'est pas quelque chose qui est aujourd'hui marginal, c'est, je dirais, le même dispositif qui est utilisé autant chez les délinquants qui font du stupéfiant que ceux qui font du tabac, que ceux qui font de la contrefaçon, que ceux qui font des aides publiques, quand ce ne sont pas les mêmes qui font le tout. Parce que vous avez aussi des délinquants qui font le tout, qui peuvent avoir fait du stup, mais qui vont partir sur... Pourquoi? Parce que les peines sont, en tous les cas, moins lourdes en première intention, et deux, parce que la prise de risque n'est pas tout à fait la même non plus. Derrière un ordinateur, c'est pas tout à fait la même chose que d'être dans un GoFast ou de commander un GoFast. Ceci étant, je pense que
certains n'ont ni peur de l'un ni de l'autre. Donc voilà. Et puis un transfert rapide des sommes, je crois que c'est ça aussi, un transfert rapide des sommes à l'étranger, avec le développement, malheureusement pour nous et pour l'ensemble des services qui ont à apporter des investigations opérationnelles, l'utilisation de néobanques. Pour lesquelles il est très difficile d'assurer une traçabilité et d'assurer surtout une traçabilité des fonds qui, encore une fois, partent sur des paradis, exotiques. Donc voilà, moi, ce que je voulais voir, aujourd'hui, le cœur du dispositif, c'est à la fois ces thématiques et vraiment pour moi les aides publiques. C'est un enjeu majeur, les aides publiques, aujourd'hui. Et donc, vous voyez, pour moi, deux grands axes. Premier axe, un axe préventif. On suspend s'il y a suspicion de fraude. C'est l'article 1. Vous retrouvez cette mécanique-là et cette doctrine-là dans l'article 1 de la PPL fraude portée par M. Thomas Cazenave. 2, c'est, toujours en préventif, fluidifier l'échange de renseignements et d'informations entre l'ensemble des acteurs. C'est l'article 2 de la PPL de M. Thomas Cazenave sur la libération des échanges. Pourquoi je dis ça et pourquoi c'est utile? Parce que bien souvent, malheureusement, on est obligé de courir après les véhicules législatifs pour porter telle levée du secret à tel endroit, pour par exemple qui de la Caisse des dépôts et consignations pour le CPF, qui de l'ASP, de l'Agence de services de paiement pour tel ou tel dispositif d'aide. Alors que là, il faut, je pense, vraiment se mettre de manière réactive à la hauteur des délinquants qu'on a en face de nous et donc libérer les échanges entre les acteurs sur ces sujets-là. Bon, c'est l'article 2, et si cette proposition de loi peut prospérer jusqu'au bout, je vous garantis que pour nous, c'est autant d'éléments d'action puissants qui seront, à partir de là, développés. Et vous voyez que c'est autant de structuration de la doctrine lutte contre la fraude aux aides publiques dont je vous parlais tout à l'heure, qui seront, pour le coup, là, complètement et inscrit dans la loi, ce qui lèvera les ambiguïtés de certains acteurs qui peuvent parfois se dire oui mais attention, est-ce que je ne prends pas un risque contentieux? Voilà, parce qu'elle existe encore. Ou qui n'ont pas de mécanisme de suspension et qui se disent oui, mais si je suspends. Alors la tentation, ça va être de faire un article 40 en se disant si je fais un article 40, je pourrais dire au juge administratif que j'ai fait un article 40 et qu'il y a donc suspicion. Bon, pour moi, ça ne marche pas vraiment. Et surtout, ce n'est pas très opérant parce que l'article 40 qui va être déposé ne sera pas pertinent et ne sera pas efficace dans son traitement. Alors je vais vous donner le deuxième aspect pour moi. Et le deuxième axe, c'est l'axe, cette fois-ci, non plus préventif mais curatif, c'est-à-dire la mobilisation de l'action administrative, je crois que je vous en ai parlé, la mobilisation au bon niveau de l'action judiciaire. Et quand je dis la mobilisation au bon niveau de l'action judiciaire, ça veut dire aussi, je viens de vous donner un exemple pour les articles 40, essayer, quand c'est possible et quand on a affaire à des réseaux criminels très organisés, de ne plus travailler par des dépôts d'articles 40 qui viennent se surajouter à des piles dans des parquets qui seront traités quand ils peuvent être traités et selon les moyens des juridictions et des services d'enquête, mais travailler. Et c'est ce que nous faisons, nous, MICAF, avec un certain nombre d'opérateurs aujourd'hui, comme l'Agence de services de paiement de l'État, comme l'ANA, comme également la Caisse des dépôts et consignations, de travailler au préalable, dès le départ, avec le parquet de la Junalco, avec l'Office national antifraude, à la constitution des articles 40 qui seront à prendre à bord par ces services et par ces juridictions. Et ça change complètement la donne parce que vous n'êtes plus à pousser, comme au XIXe siècle, un dossier papier qui va arriver sur un parquet avec toutes les difficultés de prise en charge dont je vous parlais tout à l'heure, à la co-construction de l'enquête à venir sur le dossier. Donc, potentiellement des éléments nécessaires au service enquêteur judiciaire qui va prendre la relève de ce qu'auront pu constater les administrations. Et ça a un double effet parce que ça a un effet aussi, cette friction entre les organismes publics qui sont verseurs et qui ne sont pas tous des services de lutte contre la fraude, loin s'en faut d'ailleurs, de les acculturer aussi à ce qu'est une culture antifraude. Et donc, dans ce sens-là, nous venons de signer un protocole avec l'Agence de services de paiement de l'État pour les aider à monter en puissance sur un certain nombre de dispositifs et mettre en évidence un certain nombre de moyens qu'ils pouvaient et qu'ils peuvent utiliser, et parfois à moindre frais, notamment sur la détection de faux documents ou en tous les cas de première analyse sur le sujet. Peut-être, pour pas trop déborder, juste vous dire que pour moi aussi, les bons outils,
c'est non seulement les juridictions, mais c'est aussi les bons textes. Et là, on en revient effectivement à vos sujets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, pour une partie de la fraude aux finances publiques dont je vous parlais aujourd'hui, la possibilité d'utiliser certaines techniques spéciales d'enquête existe, mais parfois est encore pas tout à fait à la hauteur et la dimension de ce qu'on pourrait espérer. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, on a besoin d'avoir le spectre complet des moyens d'investigation de la criminalité organisée en matière de fraude aux aides publiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que potentiellement, la notion d'aide publique, eh bien, il est nécessaire qu'on puisse utiliser l'ensemble des moyens qui sont au 706-73, 73.1 et suivant du Code de procédure pénale. Voilà, ça je pense que c'est des choses sur lesquelles on peut évoluer. Et puis ensuite sur la question de blanchiment, ça a dû vous être dit, mais c'est un des aspects importants au plan local pour moi, pour la coordination des comités opérationnels départementaux antifraude, c'est qu'on soit en capacité, parce qu'on parle souvent du haut du spectre, on a besoin de recentraliser parfois de l'information parce que vous avez des délinquants qui sont sur plusieurs territoires et qui ont très bien compris qu'il valait mieux se mettre sur plusieurs territoires. Mais en revanche, il est tout aussi précieux de pouvoir agir au niveau territorial le plus direct possible. Et ça, c'est le rôle des comités opérationnels départementaux antifraude. Et là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut utiliser les nouveaux outils dont on a pu les doter, comme pour les échanges d'informations avec les greffiers des tribunaux de commerce, pour les sociétés éphémères, les circuits courts dont on a dû vous parler, dont Tracfin a dû vous parler, pour l'utilisation notamment de la présomption de blanchiment, qui est un outil formidable et qui permet de mettre à mal tout de suite cette délinquance. Et puis, pour vous qui êtes près des territoires, je pense que vous y êtes sensible aussi, c'est cette liaison très étroite qui existe entre ordre public local, entre diagnostic de délinquance locale et les commerces qui peuvent exister parfois, qui sont des faire-valoir à l'ensemble des trafics dont on a parlé tout à l'heure, du trafic de stupes en passant par le tabac, la contrefaçon, et en passant aussi par le travail dissimulé ou encore le blanchiment. Merci beaucoup pour cette présentation très, très, très dense et très intéressante. Je passe la parole tout de suite à Madame la rapporteure parce qu'elle est en train de bouillir à côté de moi et je suis inquiet de... Oui, je la voyais bouillir. Hein, oui, Monsieur le Président. Monsieur le chef de mission interministérielle, Madame, pour travailler sur ces sujets depuis longtemps, je suis ravie de voir l'étendue de votre travail et de vos missions et me rappeler d'un amendement à 500 000 € pour abonder le financement des l'ICAF quand elle a été créée, que le ministre Dussopt avait bien voulu accepter avec un avis favorable. Donc je vois que cet argent a été bien placé. Mais comme vous le savez, je suis ces dossiers depuis longtemps et j'ai un peu de difficulté à partager votre optimisme. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand on essaye de faire avancer des dossiers en matière de fraude et d'évasion fiscale et de fraude sociale dans cette maison, comme ailleurs d'ailleurs je suppose, on a quand même un certain nombre de blocages. Alors, j'ai eu un entretien sur le texte de M. Cazenave que vous avez cité, pour lequel nous nous revoyons prochainement. Moi j'ai un sujet, monsieur le chef de mission, vous dites la prévention c'est arrêter les versements. Moi, je vous dirais quand même que la prévention, c'est de ne pas les verser du tout. Oui, c'est ça. Bon, alors, quand on demande à associer les greffes des tribunaux de commerce qui ont remis un livre blanc de la lutte contre la fraude fiscale, le blanchiment, avec 15 mesures tout à fait passionnantes et qu'on essaye de les faire voter, on n'arrive pas à les faire adopter. N'importe quelle région, avant de verser des dispositifs, vérifie la qualité du futur bénéficiaire. Et l'État ne fait pas ça. Non, mais alors c'est peut-être moi qui me suis mal exprimé. Quand vous dites ne pas verser, c'est bien ma logique. C'est-à-dire qu'on ne verse pas. Oui. On ne verse pas. Donc ça veut dire qu'il faut, en amont, travailler à un meilleur ciblage. C'est ça. Et sur le ciblage, développer les outils qui permettent de cibler plus efficacement les points qui vont être des points d'attention et tout autant que des indices, en fait, qui vont créer la suspicion et donc de bloquer le versement. Il ne s'agit pas de verser, hein, on est bien d'accord. Hein. Oui, il ne faut pas verser. Donc, à la PPL Cazenave, je lui réserve quelques articles additionnels avant l'article 1 qui me semblent assez nécessaires parce que quand on a eu les aides Covid et que j'ai demandé avec quelques collègues à ce qu'on ait la déclaration sociale nominative de façon à éviter que des gens qui avaient 2 salariés ne déclarent pour 50, Madame Pannier-Runacher nous a expliqué qu'il n'y aurait pas un sou qui ne serait pas versé aux entreprises. Et vous avez vu la fraude aux aides Covid, comment c'est arrivé, etc. Donc moi, j'ai une question très précise à vous poser. C'est
comment transformer l'essai, parce que les identifications de criminalité et de fraude, on les a identifiées. C'est d'ailleurs pourquoi cette commission d'enquête vient après cette journée de narcotrafic, car on a bien identifié la pluridisciplinarité des criminels. Et c'est la raison pour laquelle cette commission d'enquête a un objet aussi large, qui finalement n'est pas aussi large, puisque tout tourne autour du blanchiment. Donc, moi, je pense que le Parlement n'est pas suffisamment, pour tout vous dire, n'est pas suffisamment écouté sur ces questions, et je ne parle pas de la fraude sociale, qui est encore un autre sujet auquel il y aura une indignation de droite contre la fraude sociale, une indignation de gauche contre la fraude fiscale, et pendant ce temps-là, les voleurs courent toujours. Bon. Donc, moi, je voudrais que votre opinion sur une meilleure efficacité, notamment votre analyse d'une bonne coopération entre les CODAF eux-mêmes, puisque vous savez que les départements, par exemple, ne communiquent pas entre eux. Vous pouvez toucher du RSA dans plusieurs départements. Bon. Donc vous voyez qu'il y a quand même des points. Est-ce que vous êtes arrivé à l'idéal de communication entre les CODAF, notamment en termes de communication des individus qui auraient été identifiés comme, ou des sociétés qui sont itinérantes d'ailleurs? Si vous n'arrivez pas à toucher des prestations ou si vous n'arrivez pas à toucher des aides dans un département ou une région, vous allez dans une autre, taper à une porte, etc. Donc vous avez une itinérance des criminels quand même. Donc est-ce que votre mission a identifié des moyens de bonne coopération sur les CODAF? Ça, c'est la première chose. Parce que ça me semble vraiment très important compte tenu du travail qu'ils font et du fait que tout le monde y soit associé, notamment les parlementaires quand ils demandent, et je remercie les préfets d'accepter les 10 parlementaires, c'est très important qu'on soit au plus proche du terrain. Donc cette coopération, la deuxième, c'est en termes de coopération européenne. Parce que vous avez parlé de la fraude, enfin, la fraude à la TVA, c'est encore 25 milliards. Et on n'a toujours pas le même logiciel qu'un certain nombre de nos voisins européens, pour frauder, pour essayer de dénicher notamment les carrousels, etc. Donc, comment est-ce qu'on peut encore améliorer la coopération européenne et donnez-nous les outils pour qu'on les fasse voter le plus rapidement possible, sans avoir de la part de l'administration elle-même un certain nombre de blocages qui me semblent, moi, plus du tout d'actualité compte tenu de l'état budgétaire dans lequel on est. Peut-être pour répondre à votre première question sur les CODAF, bon, je dirais comme toute institution humaine, les CODAF fonctionnent différemment selon les départements et avec une mobilisation qui peut être différente comme n'importe quelle autre collectivité humaine selon les départements. Et c'est encore la meilleure chose, c'est les hommes qui font vivre les institutions, qui font vivre les coopérations. Donc pour répondre à votre question sur les coopérations interdépartementales, aujourd'hui vous avez très peu de demandes des CODAF de cette nature. Vous avez parfois des CODAF qui vont avoir à connaître de l'activité des autres, notamment dans la couronne parisienne, parce qu'on est sur des services, notamment ceux de l'APP, qui travaillent aussi bien en deçà de Paris qu'au-delà de Paris. Mais au plan local, si vous voulez, il est très rare quand même que vous ayez le CODAF de la Creuse qui demande à travailler avec le CODAF corrézien, par exemple, si je prends cet exemple. En revanche, la réponse, en partie en tous les cas, à votre question, c'est, vous voyez, ce double niveau, GONAF, CODAF. Je vous ai dit tout à l'heure, on a aujourd'hui un certain nombre de problématiques, qui sont des problématiques, vous les avez citées d'ailleurs, hein, qui échappent à la logique territoriale des services, très clairement. Les délinquants ont très bien compris qu'il valait mieux être à cheval sur 2, 3, 4, 5 départements, plutôt que d'être sur un seul département. Là, on commence, quand on est sur ce type de délinquance, à avoir une délinquance assez structurée, avec des personnes déjà d'un certain niveau dans la criminalité organisée. Et là, pour le coup, ce n'est pas un mot très à la mode, mais le rôle d'un GONAF, c'est de recentraliser l'information. Parce que le but, ça va être d'actionner une action au plan national, la stratégie d'enquête dont je parlais tout à l'heure, avec les bons services dédiés, pour aller frapper telle société ou tel individu qui a monté des sociétés dans plusieurs départements, avec les bons outils. Mais ce n'est pas de CODAF à CODAF. Le CODAF, lui, son intervention et sa puissance, c'est dans l'intervention de premier niveau dont je vous parlais tout à l'heure. On ne peut pas lui demander beaucoup plus. On ne peut pas lui demander... c'est pas le CODAF qui fera demain de la lutte contre le blanchiment au sens strict du terme. Le CODAF sera le lieu où on va faire des échanges d'informations qui vont permettre aux acteurs spécialisés dans l'utilisation des outils de le faire, ou qui vont permettre, pour pallier parfois les manques de connaissances et le partage de diagnostics de délinquance au plan local, de mobiliser l'ensemble des services pour venir taper
avec des outils très différents aux portes des infracteurs. Un exemple, un commerce de proximité. Vous allez y trouver de la contrefaçon, il est important d'y avoir la douane. Vous alliez y trouver pour problématiques d'ordre public, important d'avoir la sécurité publique. Vous allez y trouver une problématique peut-être de TVA sur le petit fonds de commerce qui existe, action fiscale. Vous allez y trouver 3-4 personnes travaillant avec du travail dissimulé, action de l'inspection du travail. C'est ça le rôle du CODAF. Le rôle du CODAF, c'est le partage du diagnostic de délinquance, et à partir de ce diagnostic de délinquance qui doit dépasser la seule frontière de ce que l'on appelle la fraude aux finances publiques, au sens classique du terme, pour déborder sur ce qu'elle est, c'est-à-dire le revers souvent d'une criminalité beaucoup plus ancrée, beaucoup plus organisée, qui trouble l'ordre public, eh bien, c'est son premier niveau d'intervention, c'est le diagnostic de délinquance. Et le deuxième niveau d'intervention, c'est la mobilisation de l'ensemble des services, parce que la prévalence des services empêche la fermeture administrative, c'est très important. Pour le reste, voilà, l'action, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, il faut qu'elle soit recentralisée, entre guillemets, pour être ensuite réimpulsée et prendre en compte justement ce que vous disiez, c'est-à-dire souvent l'utilisation de la disparité des territoires par des fraudeurs qui ont très bien compris qu'il fallait être sur plusieurs territoires pour pouvoir être relativement tranquille. Sur le deuxième axe, sur l'axe européen. Bon, l'axe européen, on a un axe recette, on a un axe dépenses. Bon, sur l'axe recette, la DGFiP, la douane, sur les droits de douane, je ne sais pas si vous entendez la douane ou si vous l'entendrez, bon, la DGFiP aussi, sont, je dirais, les administrations pilotes sur le sujet. C'est pas la MICAF qui va, je dirais, d'une certaine manière, apprendre à la DGFiP à faire de la lutte contre la TVA. En revanche, associer la DGFiP à des dossiers que l'on développe sur d'autres thématiques, vous parliez de la fraude de l'activité partielle, par exemple, tout à l'heure, je pourrais vous parler du fonds de solidarité, je pourrais vous parler aussi des centres de santé. Associer la DGFiP, comme nous le faisons dans nos travaux, à des fraudes qui sont plus lointaines que son cœur de métier direct, c'est aussi lui permettre d'absorber de nouvelles criminalités qu'elle n'a pas forcément en magasin immédiatement et de pouvoir travailler. Vous donniez l'exemple de la fraude à l'activité partielle. Je vais vous donner un exemple de notre action très concrète. Lorsque Tracfin nous a informés, donc vous voyez, on était création le 15 juillet, on était dans les 5 jours qui suivaient la création de la MICAF, de l'existence de déclarations de soupçons sur la fraude à l'activité partielle. Bon, eh bien, en quelques jours, en faisant un tour de table à 360 degrés, on a été en capacité avec l'Office central de lutte contre le travail illégal, avec le parquet de la Junalco, avec la DACG, avec l'ADNEF, la Direction nationale des enquêtes fiscales, avec la préfecture de police de Paris, avec les parquets locaux qui étaient compétents, de poser un diagnostic de délinquance qui nous a permis de voir qu'on avait 2 types de fraudes. On avait des fraudes avec des usurpations de SIRET, qui avait été manifesté par l'agence de services de paiement avec une plainte qui avait été déposée en première intention, parce que c'est la logique territoriale, au parquet de Limoges, qui avait été récupérée par la Junalco et qui avait été confiée à l'Office central de lutte contre le travail illégal, qui est un office justement pouvoir avoir une action nationale, et mobilisant les acteurs territoriaux. Puis on s'est aperçu qu'on avait à côté de ça une autre délinquance, qui était une délinquance faite de sociétés éphémères multicartes réactivées opportunément en région parisienne et pour lesquelles Tracfin, justement, avait des signalements. Notre logique, ça a été d'abord de dédier les services et les bons services à l'action. Ça a été de dire, Pépé, vous prendrez les dossiers, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est le parquet de la Junalco, mais sous l'impulsion de ce qu'on lui demandait, d'une certaine manière aussi. Prenez les dossiers qui relèvent de cette nature de fraude, de cette typologie de fraude. Vous, au CLTI, vous continuerez à traiter les autres, c'est-à-dire ceux qui sont sur les fraudes à... c'est une rationalisation utile, nécessaire, et tout ça sous l'égide d'un parquet. Ça a permis à la direction des affaires criminelles et grâces, en 15 jours, de produire une note pour que justement les signalements faits par Tracfin, avec mise en œuvre du droit d'opposition de Tracfin, puissent être relayés par une action judiciaire dans les parquets parisiens, d'Île-de-France qui étaient concernés, de manière à ce que là aussi, ça ne reste pas sur le dessus de la pile, que ça repasse sur le dessus de la pile pour être traité efficacement et qu'on puisse avoir des saisies qui soient utiles. Ça a permis de demander, au titre des articles qu'il prévoit au Code de la sécurité sociale notamment, mais aussi au titre du livre des procédures fiscales, de permettre d'échanger de l'information sur les sociétés éphémères entre la sphère judiciaire, la sphère administrative, et de venir nourrir les outils de ciblage, ce qu'on appelait le SI apart, de la DGEFP et des inspecteurs du travail qui avaient à faire le premier niveau avec l'ASP. Ça a permis aussi de s'apercevoir qu'il y avait des trous dans la raquette du point de vue des échanges d'informations et de proposer des textes, notamment pour qu'il y ait des échanges d'informations entre l'ASP et Tracfin. Vous voyez, donc, à un moment donné, quand on est sur des délinquances si bien organisées
qui sont parfois à bas bruit au niveau local, mais qui sont dispersés sur le territoire, eh bien, le meilleur moyen, c'est de reconcentrer le renseignement pour ensuite déposer de la stratégie qui soit de la stratégie nationale. Grégory Blanc. Merci, Monsieur le Président. Vous venez en partie de répondre à l'une de mes interrogations. On a vu à plusieurs reprises que effectivement le travail dissimulé était un élément plus qu'important dans le processus de blanchiment. J'ai posé à plusieurs reprises la question auprès d'acteurs. On voit qu'au niveau national, le lien entre les services de police, les services de gendarmerie, les services de Bercy, globalement, ce qui ressort, c'est que ça tourne. Sans doute des axes d'amélioration, mais la coordination se fait. Au niveau national, j'ai posé plusieurs fois la question de l'articulation, de la coordination avec les services du ministère du Travail. Vous venez d'en parler, au niveau des CODAF, très bien. Par contre, au niveau central, j'aimerais que vous puissiez me qualifier, vous, les choses, avoir votre regard, et avec une question subsidiaire ou sous-jacente. Est-ce que le ministère est bien organisé à l'échelon central pour enquêter sur des phénomènes de travail dissimulé en bande organisée? Alors, Monsieur le sénateur, oui, sur le premier aspect, le premier versant de votre question, donc sur la prise en compte et l'appréhension de la problématique travail illégal au niveau national, on a, je ne l'ai pas cité tout à l'heure, également un groupe opérationnel national antifraude avec la direction du travail, et d'ailleurs qui s'appelle Groupe opérationnel national antifraude, travail égal et fraude fiscale connexe. Voilà, les deux. Ce qui est aussi une évolution culturelle pour l'inspection du travail d'appréhender ce sujet-là. Dans le cadre de ce groupe, participe l'ADNEF, participe Tracfin, participe le parquet de la Junalco, bien sûr la MICAF, puisqu'on pilote avec la DGT, participe l'Office central de lutte contre le travail illégal, qui a une compétence notamment pour les infractions dont vous parliez à l'instant, c'est-à-dire notamment les infractions commises en bande organisée, puisqu'on est sur le haut du spectre du travail illégal. Et donc, je dirais, voilà, et vous avez le groupe national d'appui, de veille et de contrôle de la Direction générale du travail, qui est depuis 2015 et depuis la réorganisation de l'inspection du travail, le service d'enquête, je dirais, dédié à ce spectre haut de la délinquance et qui a justement des capacités d'action et des compétences nationales, y compris en lien avec les services régionaux qui ont été mis en place pour essayer d'appréhender au mieux ces problématiques de travail illégal. C'est une grosse... Pour avoir connu l'inspection du travail il y a 20 ans ou 25 ans et aujourd'hui, c'est déjà... Enfin, on est déjà dans une grosse progression, notamment dans la prise en compte de la problématique travail illégal, et notamment dans sa prise en compte, y compris dans le haut du spectre. Est-ce que c'est suffisant? Je dirais malheureusement, les moyens, quels que soient d'ailleurs les services et quelles que soient les directions, ils sont limités. Donc, encore une fois, l'élément de réponse moderne, me semble-t-il, et ça rejoint, madame, ce que vous disiez, je pense, en partie, c'est de faire en sorte que les gens travaillent en synergie. Aujourd'hui, les compétences sont, face à ces délinquances particulièrement complexes, nécessaires et complémentaires les unes des autres, tout autant que les échanges d'informations. Et donc, ça donne de la puissance potentiellement à l'action. Alors, je prends souvent un exemple en matière de travail illégal. Il est plus ou moins bon selon que... Mais ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Quand vous avez un transporteur routier qui commet sur 80 départements des infractions et des contraventions en matière de délinquance routière, si vous traitez au niveau du département, vous traitez de la délinquance routière. Si vous recentralisez la problématique et que vous essayez de voir ce qu'il y a derrière, vous avez peut-être du faux détachement, vous avez peut-être du détachement, vous avez peut-être des problématiques beaucoup plus lourdes et le travail dissimulé potentiel qui va avec. Vous voyez ? Donc, je pense qu'on est... Je prends cet exemple anecdotique parce qu'il n'est pas réel, hein, mais ça résume assez bien, moi je l'ai connu sur le terrain, ça résume assez bien la problématique qu'on peut avoir de cette nécessité de recentraliser pour
derrière, essayer d'impulser de l'action qui soit de l'action localement utilisable. Alors ça veut dire, par exemple, sur des dossiers de faux détachement, par exemple, hein, si on prend cet exemple-là, ça veut dire exactement ça, c'est-à-dire d'être en capacité à un moment donné, par capillarité avec les services territoriaux, que chaque réseau soit en capacité de se faire remonter l'information sur ce qui a pu être identifié pour telle ou telle société, par exemple, de manière à faire en sorte, par exemple, hein, que l'OCLTI, après une alimentation ou un enrichissement venant de Tracfin, puisse engager, soit par lui-même, parce qu'il considère que le dossier est suffisamment costaud et solide pour que ça soit de son niveau, soit en appui des services territoriaux au niveau enquête judiciaire, le travail nécessaire, y compris parfois en co-enquête, puisque... Et ça, c'est un dispositif auquel je crois beaucoup, moi, pour la suite, même s'il est déjà investi, mais il y a encore beaucoup de marge de progression. C'est l'utilisation de l'article 28 du Code de procédure pénale, et notamment de son alinéa 3, qui permet aujourd'hui, dès les constatations, de faire des équipes mixtes d'enquête. Voilà. Et dans ce cadre-là, moi, j'ai poussé un certain nombre de textes il n'y a pas si longtemps que ça, notamment pour la fraude sociale, pour les cyber-enquêtes en particulier, pour lesquelles on a doté de prérogatives de police judiciaire les organismes de sécurité sociale. C'est le même but. Le but, c'est que les gens puissent travailler, y compris sous la demande d'un magistrat, le plus tôt possible en administratif et en judiciaire. Vous voyez, qu'on puisse croiser les procédures. Je ne sais pas si j'ai totalement répondu à votre question. Oui, je me permets de vous relancer. Considérez-vous que dans ce processus de recentralisation, le ministère du Travail soit bien organisé? J'ai bien entendu qu'il y avait eu des évolutions, ça, elles sont patentes, évidentes. Vous les avez soulignées mieux que je n'aurais pu le faire. Je reste, permettez-moi de le dire, un peu sur ma faim, et donc je me permets de vous relancer. Je vous dirais que je ne suis pas un service d'inspection, donc je ne me permettrai pas... Mais mon regard, c'est celui que je vous ai donné tout à l'heure. C'est-à-dire que mon regard, c'est que je pense que par rapport de là où on partait, on a aujourd'hui quelque chose qui est structuré en matière de lutte contre le travail illégal, là où on n'avait pas une telle structuration auparavant. On a une acculturation à la problématique de la lutte contre le travail illégal qui est beaucoup plus importante qu'elle ne l'était auparavant. Alors l'arsenal législatif a beaucoup aidé, hein, notamment le fait qu'on fasse du travail dissimulé potentiellement une fraude en bande organisée. Hein, parce que ça a aidé à pousser. Mais voilà, je pourrais vous dire qu'aujourd'hui, la photographie est moins mauvaise qu'il y a quelques années. Merci. Peut-être, si vous permettez, un mot, je me tourne vers Mme Fournier sur les enjeux numériques, justement, puisque beaucoup de choses passent par là. J'imagine, quelles sont vos difficultés ou les obstacles en la matière pour vous sur les... Je suis en charge à la MICAF d'organiser de manière assez opérationnelle les échanges de données entre administrations, en fait. Donc, techniquement, c'est une activité très, très triviale de mise en contact des SI et puis de voir quelles sont les modalités d'accès les plus faciles à mettre en œuvre rapidement. Donc, quelles sont les difficultés pour moi? C'est-à-dire, une fois le cadre légal bien instauré, c'est d'activer en fait les services opérationnels pour que justement ils puissent mettre en œuvre des projets à vocation interministérielle. Voilà, ils sont, pour être très franche, il y a une montée à l'échelle interministérielle qui est souvent difficile qui demande beaucoup d'énergie pour nous, pour le mettre en œuvre. Mais on y arrive au bout d'un certain temps. Peut-être pour vous donner un exemple, pour compléter ce que vient de dire ma collègue, vous voyez, les accès directs, c'est, vous avez porté une loi de 2018. L'industrialisation de ces accès directs, c'est aujourd'hui. Pourquoi? Parce que on en revient toujours à cette problématique, hein, c'est la nerf de la guerre, c'est quels sont les moyens, les services font ce qu'ils peuvent. Je veux dire, une DSI, une direction des services informatiques et numériques, elle a des projets et parmi ces projets, il faut qu'elle porte ceux qui sont prioritaires à un moment donné. Bon, voilà, on peut se heurter à ça. Puis on se heurte à une deuxième question, c'est que, et nous on accompagne et on essaye d'accompagner jusque-là, notamment on fait de la formation, on en fait nous-mêmes parfois, et surtout on a un catalogue de formation qui permet aussi aux administrations de venir se pluguer sur un certain nombre de choses. C'est bien d'avoir des accès directs, c'est comme d'avoir de la donnée,
mais encore faut-il savoir l'exploiter. Comment l'utiliser? C'est bien d'avoir l'accès à la base nationale des données patrimoniales. Mais encore faut-il savoir interpréter les données que vous avez à l'intérieur de cette base de données patrimoniales. Donc ça passe par de la formation, donc ça prend du temps. Et ça passe par voilà, le fait aussi qu'à un moment donné, chacun des services concernés par les accès qu'on a pu créer s'approprie et investissent en fait l'outil. Alors nous, on est là aussi un peu pour piquer, entre guillemets, et faire en sorte que ça se fasse. On vient de le faire là récemment pour un certain nombre de services où aujourd'hui les OPJ sont complètement en capacité d'accéder à des fichiers qu'ils n'avaient pas jusqu'à présent. Mais vous voyez, le temps informatique et le temps législatif n'est pas le même. Voilà. Et puis on a des moyens, encore une fois, il faut le dire, qui sont... voilà. On parlait tout à l'heure des CODAF ou des GONAF, moi j'y reviens, mais je veux dire, aujourd'hui, face à des services qui sont parfois qui ont du mal à faire face à leurs différentes priorités, tout aussi importantes les unes que les autres, c'est encore la synergie interministérielle, qu'elle soit locale ou nationale, qui permet à un moment donné de gagner, tant d'ailleurs en ETP que, encore une fois, en enrichissement de l'information et de traitement parfois de cette information pour travailler sur le terrain. Oui, monsieur le chef de mission, moi, madame, je vais vous dire évidemment le très grand respect qu'on a pour votre travail et évidemment la conscience de l'importance et en plus de la créativité des fraudeurs. Donc évidemment, votre travail est évidemment très important dans un océan de criminalité et de créativité. Moi, je voulais quand même vous poser une petite question en vous écoutant, madame, et vous, monsieur le chef de mission, sur des exemples étrangers. Je prends par exemple la banque Carrefour des entreprises en Belgique, qui est d'ailleurs aussi la banque Carrefour de sécurité sociale. Enfin, la banque Carrefour, avec ce pool d'huissiers, ces modèles de signalement très très rapide d'entreprises qui présentent un certain nombre de critères dont on peut penser très rapidement qu'elles vont être des entreprises éphémères, permettent finalement de réduire le risque de ces entreprises éphémères. De même que la banque Carrefour de sécurité sociale, qui cumule dans des conditions très précises accordées par la CNIL avec des droits d'accès très limités et très ciblés, puisque c'est la banque Carrefour par définition, a donc la carte d'identité qui est en même temps la carte de sécurité sociale, qui permet donc d'éviter un des problèmes qu'on a ici, puisque vous savez très bien, par exemple, que quand un titre de séjour expire, ça ne va pas désactiver la carte de sécurité sociale. Et que donc on a un certain nombre de difficultés de ce point de vue-là. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait harmoniser, ou en tous les cas, prenons la banque Carrefour des entreprises, pour ces entreprises éphémères qui sont au cœur d'un certain nombre de nos auditions. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait dupliquer ce service en France ? Et le cas échéant, pourquoi on ne le fait pas? Parce que moi, ça me semble être vraiment un dispositif d'alerte et de prévention extrêmement important. Bon, je vais être... Pardonnerez, je vais être un peu taquin dans ma réponse. Je n'ai pas l'impression que la Belgique n'ait plus de fraude. Donc l'outil est sans doute utile, mais est-ce qu'il est vraiment à la hauteur parfois de ce qu'on peut en dire? Je pense que sur le sujet, il y a eu beaucoup de rapports qui ont été faits ces derniers temps. Moi, je vous renvoie au rapport sur ce sujet. Je ne vais pas vous faire une réponse à la va-vite ici, qui ne serait pas une réponse experte. Moi, je considère qu'aujourd'hui, on a des problématiques, et c'est une problématique de fond, qui font que l'existence même de cette base en Belgique repose sur une culture de l'identification qui n'est en France pas du tout la même, et ce depuis l'origine, et que par définition ça pose des difficultés majeures, et que on ne peut pas imaginer de transposition aussi facile d'un système étranger sur le système national. Donc moi je serai très circonspect sur ce sujet-là, et puis je vous renvoie aux rapports qui pour le coup se sont penchés ces dernières années sur le sujet de manière très précise quant à eux, et qui ont fait la même conclusion que celle que je suis en train de vous donner. En revanche, ce que je crois,
pour la lutte contre les sociétés éphémères, c'est qu'aujourd'hui, on a un certain nombre de nouveaux outils qui sont dans le paysage. Je pense au guichet unique en particulier. Je pense au travail qui est fait par l'INPI aussi. Je pense au travail qui est fait par l'INSEE, également dans la numérotation, qui sont des travaux que nous prenons à bord dans le cadre du groupe de travail sur la lutte contre les sociétés éphémères, de manière à ce que les échanges d'informations, y compris sur les atypies relevées lors de l'inscription, soient prises en compte et soient traités par les services en termes d'alerte au sein de ces services-là. Et aujourd'hui, nous avons des échanges avec les différents groupes dont je viens de vous parler pour travailler en ce sens, et nous avons commencé à le faire. Ça peut potentiellement, à terme, pas aujourd'hui, mais demander quelques évolutions législatives pour que les échanges soient, là, pour le coup, parfois plus nourris, plus importants. Mais nous, on est là pour structurer ces travaux-là aujourd'hui, et on a engagé un travail, sans aller trop loin, puisqu'il commence avec le guichet unique, qui, bien évidemment, embarque désormais la problématique fraude, pour pouvoir travailler main dans la main sur ces sujets-là, et être dans le préventif, encore une fois, c'est-à-dire dans la détection au moment de la création. De la même manière que sont portés, que ça soit dans la PPL narco ou même qu'il existe aujourd'hui dans le Code du commerce, un certain nombre d'outils fondamentaux qui permettent aussi, le circuit court qu'a dû vous décrire Tracfin le permet par exemple, de radier ces sociétés-là au plus vite quand on les a détectées. Voilà, ne pas laisser de survie à ces sociétés. Donc en amont comme en aval, j'aurais tendance à vous répondre, déjà dans notre périmètre national, je pense qu'on peut d'ores et déjà faire des choses. Après, le reste vous appartient. Mais on est au rendez-vous, monsieur le chef de mission, madame, de la lutte contre la fraude. Vous l'avez remarqué, vous le savez. Donc, on ne manquera pas d'être au rendez-vous. Et d'ailleurs, si vous avez un certain nombre de préconisations qui ont besoin d'une transformation législative et que vous voulez nous les faire parvenir, je pense qu'on sera, le président et moi-même, très, très heureux de pouvoir les traiter dans le rapport à venir. Je pense que c'est l'objectif de cette mission, précisément, ouais. Cette pluridisciplinarité, cette criminalité financière et cette criminalité organisée, dont le coup d'envoi de la lutte a été donné par le travail de la commission d'enquête sur les narcotrafics et le texte qui a suivi. Je pense qu'on est exactement dans cette ligne et je pense qu'il faut qu'on fasse une équipe tous ensemble et nous serons au rendez-vous, monsieur le chef de mission. J'en doute pas. Merci, monsieur le chef de mission, madame la chef de projet. Merci à tous les deux pour votre participation à nos travaux. Merci.